L'un des plus grands scandales de la Ve République qui mêle des barbouzes, le tout Paris, une star du cinéma, un président de la République, Georges Pompidou, qui peut-être ne pourrait pas se présenter à l'élection présidentielle. Bonjour Hervé Gattegno. Un cadavre sur la route de l'Élysée. Les derniers secrets de l'affaire Markovic. Vous êtes le patron de l'information sur Radio Classique. Vous avez dirigé la rédaction de Paris Match, entre autres, et vous vous passionnez par cette affaire. Je disais, qui a déstabilisé la République jusqu'au sommet de l'État, l'affaire Markovic. Oui, c'était un scandale politique et une enquête criminelle. Et la conjonction de ces deux affaires a fait trembler le régime qui en était à ses débuts. C'était les débuts de la Ve République. De Gaulle était président. Pompidou avait été son Premier ministre. Il est limogé après mai 68. La fâcherie s'installe entre ces deux grands personnages, dont l'un est censé être le successeur de l'autre. Et puis, sur ces entrefaites, ce crime, cette affaire Markovic, ce Yougoslave dont on découvre le cadavre dans une décharge des Yvelines. Et à partir de cette enquête criminelle va naître une rumeur qui va désigner Madame Pompidou dans des conditions particulièrement sulfureuses et que certains personnages vont vouloir exploiter contre Georges Pompidou. Alors, et c'est là où on passe du scandale policier au scandale politique. Oui, un scandale, vous dites au fond. Claude Pompidou, la femme du président de la République, accusée, on va dire très franchement, de participer à des partouzes. Alors quand l'accusation se fait jour, Georges Pompidou n'est pas encore président de la République. Il est ancien Premier ministre et tout le monde sait, tout le monde sent qu'il va probablement vouloir succéder au général de Gaulle. Et donc cette rumeur dont vous parlez, elle vise Madame Pompidou parce que Markovic, le Yougoslave qu'on a retrouvé mort, qui est un proche d'Alain Delon, est soupçonné d'avoir voulu faire chanter des personnalités en prenant des photos dans des parties fines. Et un mystérieux témoin yougoslave dépose devant la police et cite le nom de Madame Pompidou comme ayant participé à l'une de ces soirées. L'enquête jamais n'établira le moindre lien entre le couple Pompidou, les fameuses soirées et Stefan Markovic, le mort qu'on en a retrouvé dans cette décharge des Yvelines. Mais la rumeur n'a pas besoin d'indices probants, la rumeur n'a pas besoin de preuves, elle a besoin d'un contexte pour éclore, et ce contexte, c'est celui du destin politique de Georges Pompidou. Pompidou a énormément d'ennemis, ses ennemis vont utiliser ce scandale contre lui. Ah, c'est absolument incroyable, c'est machiavélique, hein. Ce livre est dingue, parce que vous nous racontez tout par le détail depuis le début de cette affaire, et on la découvre sous un jour nouveau, avec, on peut le dire aussi, quelque part, quelques révélations. Tout part donc de la découverte d'un cadavre dans une décharge publique, 1er dans les octobre Yvelines. 1968. Et ce personnage-là est un Yougoslave qui est quoi, la doublure, le garde du corps d'Alain Delon au sommet de sa gloire. Alors il est un peu l'homme à tout faire d'Alain Delon, qui est déjà une immense star. Alain Delon a 33 ans à l'époque. Il a déjà fait 20 très grands films, dont 10 chefs-d'œuvre. Le Samouraï, Rocco et ses frères, Le Guépard, Plein Soleil. Enfin, c'est une immense star, malgré sa jeunesse. Et cette star prend une importance dans ce fait divers considérable, parce qu'en effet, comme vous l'avez dit, Stefan Markovic était son homme à tout faire, son ami. Ils sortaient tous les deux, on les voyait dans les boîtes de nuit, dans les restaurants à Paris. Et le jour où on découvre ce cadavre, la police a tôt fait de l'identifier, parce que Markovic a fait un peu de prison. Et donc la police a ses empreintes digitales. Par lui, on remonte à Alain Delon. Et là, le fait divers devient un énorme fait divers, une histoire qui fait la une de tous les journaux. Il faut dire, le cadavre de Markovic, sur lui, c'est une chemise d'Alain Delon. C'est-à-dire qu'il vit dans la maison d'Alain Delon, avenue de Messine, à Paris. Il a accès à sa garde-robe. Alain Delon a décidé de l'héberger, donc je vous ai dit, c'est un peu son homme à tout faire. Il vit chez lui, en effet. Il est incroyablement présent au milieu du couple Delon. Alain Delon est marié avec Nathalie Delon. Ils ont un jeune garçon, Anthony, et Stefan Markovic promène Anthony au jardin public, dîne avec les Delon, assiste à l'avant-première du Samouraï. Il est vraiment à côté d'eux. Il fait partie de la famille, en quelque sorte. Et donc, effectivement, il vit chez eux. Et lorsque la police s'intéresse à lui, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va au domicile d'Alain Delon à Paris, et elle va entendre Alain Delon à Saint-Tropez, qui est en train de tourner La Piscine avec Romy Schneider. Et donc cet interrogatoire, c'est le début de cette enquête criminelle hors norme, parce que les policiers, quand ils se présentent à Ramatuelle, dans la villa qu'Alain Delon occupe, les policiers ne savent pas qu'Alain Delon, 3 jours plus tôt, a tourné une scène qui ressemble à s'y méprendre à l'interrogatoire auquel ils vont procéder. Si vous vous souvenez du film, dans la piscine, le personnage joué par Alain Delon
qui est le meurtrier, répond à un inspecteur de police à qui on ne la fait pas, qui lui pose des petites questions sournoises et insidieuses et qui a l'air de savoir dès le début que c'est lui le coupable. Et au fond, c'est comme si Alain Delon avait subi un entraînement 3 jours plus tôt devant les caméras pour préparer cet interrogatoire dans lequel il se montre d'une incroyable maîtrise et ne trahit aucune émotion alors que Stéphane Markovic, la victime, est censé être son meilleur ami. C'est là où un doute s'installe. Et vous le dites, on lui parle de Markovic. Et il en parle d'une manière extrêmement froide alors qu'il a appris la mort de celui qui était très proche de lui, comme s'il ne le connaissait quasiment pas. Donc là, il y a une forme de suspicion dans sa façon de répondre. Tout au long de cette enquête, vous savez, moi j'ai retrouvé toutes les archives de la justice et de la police, donc toute cette procédure qui a duré pendant des années, parce qu'elle a commencé en 1968 et elle s'est terminée en 1976. Donc il y a eu des centaines d'auditions. Alain Delon a été interrogé une quinzaine de fois par la police et par les juges d'instruction. Et tout au long de cette enquête, on voit l'incroyable impassibilité, l'incroyable froideur d'Alain Delon. Au fond, Delon, quand on lit ses interrogatoires devant la police ou devant les juges, il ressemble au personnage de ses films. C'est par moments extraordinaire. Il y a même une confusion qui s'installe entre les deux. Est-il le personnage de ces films ou est-il le suspect dans une affaire criminelle ou est-il simplement un témoin? Les juges eux-mêmes s'y perdent. Un jour, le juge d'instruction, M. Patard, lui dit face à face, il lui dit, vous savez, pour éviter de me faire piéger, je ne regarde aucun de vos films. Et là, Delon, superbe, lui répond, je vous comprends parfaitement, mais j'espère qu'à la fin de cette enquête, vous en ferez une cure. Et voilà, tout est comme ça entre eux. C'est un très grand acteur, incontestablement. La question se pose dès ce moment-là, mais peut-être est-il un acteur dans le bureau du juge. Parce qu'au fond, cette impassibilité dont vous parlez avec Gattegno, elle ne correspond pas à la réalité de la relation qu'il pouvait avoir avec Stéphane Markovic. Vous l'avez dit, qui promenait son fils, qui vivait dans la maison, et dont on va apprendre qu'il avait même eu à un moment une relation intime, sexuelle, avec la femme d'Alain Delon. Oui, Delon, devant les policiers, n'est pas ébranlé du tout par cette révélation, qui n'est pas une révélation pour lui. Évidemment, il le savait. Dans un premier temps, lui a caché ce point pourtant essentiel devant la police. Quand la police le lui fait observer, il se reprend, il dit oui, au fond, je n'en ai pas parlé parce que pour moi, la page était déjà tournée. Et donc, il est toujours comme ça, il est toujours dans ce registre, au fond, comme si l'affaire ne le concernait pas directement. Il a un détachement à l'égard de ces faits qui est absolument incroyable. Donc soit c'est un personnage en effet qui n'a pas d'affect et au fond il s'était entiché de ce Markovic mais finalement il n'en a rien à faire, soit il a effectivement des choses à cacher, il ne dit pas tout. Les policiers, le juge d'instruction que j'ai connu, il est mort il y a des années mais que j'avais interrogé plusieurs fois, le juge d'instruction était convaincu des années et des années après qu'Alain Delon ne lui avait pas tout dit dans cette affaire. Ça ne veut pas dire qu'il était forcément impliqué, mais il était convaincu qu'il n'avait pas dit tout ce qu'il savait. Oui, mais alors on apprend que là où vivait Markovic, à l'intérieur de l'hôtel particulier d'Alain Delon, dans cette petite chambre qu'il occupait dans l'hôtel particulier, eh bien cela a été visité après la mort de Markovic et que des documents ont été emportés. Et on se dit, est-ce qu'il y avait une tentative de chantage de Markovic contre Alain Delon? Alors ce sera l'une des thèses retenues par les enquêteurs pendant très longtemps. C'est difficile, avec des années de recul, de dire quelle thèse est la plus vraisemblable. Il y a eu la piste d'un trafic de drogue, mais il s'est avéré que c'était de la fausse drogue. Il y a eu la piste d'un règlement de compte entre voyous, parce que Markovic vivait d'un certain nombre de petits trafics et lui-même donnait volontiers dans le cambriolage et dans le petit braquage. Cette piste-là a été abandonnée aussi. La piste du racket a été abordée, y compris du racket auprès de grandes stars comme Marie Laforêt, par exemple. La police a enquêté pendant des mois pour savoir si Markovic ne faisait pas chanter Marie Laforêt. Sylvie Vartan est même à un moment donné. Sylvie Vartan a été interrogée, elle, comme témoin. Et donc, la piste d'un chantage à l'égard d'Alain Delon a été particulièrement creusée par la police et par les juges. Pourquoi ? Parce que Markovic confiait à ses amis sa rancune envers Delon. Plus les mois passaient et plus l'amitié se changeait en jalousie. Et dans cette jalousie un peu morbide qu'il nourrissait envers Alain Delon, qui pourtant lui avait beaucoup donné, Stéphane Markovic passait beaucoup de temps à dire qu'il détenait des secrets contre Alain Delon et que si Alain Delon ne lui donnait pas de l'argent, ne l'aidait pas à ouvrir un restaurant ou un garage, un jour il se vengerait de lui, il dévoilerait ses secrets. C'est l'une des pistes
sur lesquels la police a travaillé pendant très longtemps. Et ils n'ont jamais réussi à trouver la preuve de cela. Des documents existaient probablement dans le petit appartement que Stevan Markovic occupait à l'intérieur de l'hôtel particulier de Delon, parce que plusieurs témoins ont dit les avoir vus, ces documents. Ils ne les ont jamais décrits avec précision. Ce qui est sûr, c'est que quand la police est venue, il n'y avait plus de documents. Il n'y avait pas matière, en tous les cas, à un chantage pouvant occasionner la mort de quelqu'un. Quelques lettres et quelques photos intimes du couple Delon, mais rien qui puisse nourrir un chantage. Oui, mais derrière tout ça, au fond, on se dit Alain Delon est pris peut-être dans quelque chose qui le dépasse. Alors, à un moment donné, il y a quand même un témoin qui raconte qu'il y a véritablement un chantage et qu'on lui dit Markovic va revenir chercher son dû et que Delon répond il ne reviendra pas. Oui, alors ça, c'est un épisode particulièrement trouble de cette affaire. C'est une déposition secrète que j'ai retrouvée dans les archives personnelles du juge d'instruction, René Patard, disparu depuis, mais qui s'était retiré à Marseille, et je l'avais rencontré assez longuement. Dans les archives personnelles du juge Patard, j'ai retrouvé donc le script de cette conversation secrète qu'a eu un commissaire de police chargé de l'enquête avec un détenu yougoslave qui s'appelait Misha Slovenac. Et ce Misha Slovenac était un ami proche de Markovic. Lui, il a de toute évidence servi d'intermédiaire dans des conversations entre Alain Delon et Stevan Markovic dans l'été qui a précédé la mort de Markovic. Ce Slovenac raconte effectivement ce qui ressemble de très près à une tentative de chantage. Lui, il dit avoir vu des documents, il dit avoir assisté à une conversation entre Alain Delon et Markovic enfermés dans une voiture pendant l'été 1968. Mais cette déposition-là, c'est une déposition secrète parce qu'elle ne figure pas dans la procédure judiciaire, parce qu'après des mois et des mois de négociations entre le juge, la police et ce prisonnier yougoslave, jamais ce détenu n'a accepté de faire une déposition en bonne et due forme, de la signer sur un procès-verbal afin qu'elle puisse figurer au dossier d'instruction. De sorte qu'aujourd'hui encore, dans le dossier que j'ai consulté aux archives nationales, cette déposition n'existe pas. Oui, Markovic, d'abord, qui était ce Stevan Markovic? D'abord, il arrive dans la vie d'Alain Delon après la mort auparavant d'un autre Yougoslave proche d'Alain Delon qui meurt aux États-Unis. Oui, Alain Delon aimait beaucoup la compagnie de ces jeunes Yougoslaves. Il y en avait beaucoup à Paris à l'époque. Il y avait une filière d'immigration bien établie entre le régime du maréchal Tito, qui était un régime communiste, mais qui avait son autonomie vis-à-vis de l'URSS, et la France. Donc c'était une filière d'immigration. Les Yougoslaves étaient des charmeurs, c'était des beaux parleurs, des costauds. Ils travaillaient beaucoup dans le milieu, dans le petit banditisme. Beaucoup se prostituaient. Et donc, il y avait toute une faune de Yougoslaves. Et Alain Delon, qui en avait rencontré plusieurs sur des tournages, les aimait beaucoup. Il avait donc pris comme secrétaire particulier et comme garde du corps un dénommé Milosevic, dont il s'était entiché, qui était très proche de lui, qui l'avait suivi aux États-Unis quand Delon a essayé de faire une carrière à Hollywood. Et ce Milos était ami avec Stevan Markovic. Milos s'est suicidé aux États-Unis dans des conditions un peu rocambolesques, mais avant de mourir, il avait en quelque sorte recommandé Stevan Markovic à Alain Delon, et Delon expliquera à la police que par fidélité à son ami Milos, il a pris sous son aile Stevan Markovic. Ensuite, l'histoire est devenue un véritable roman noir, et peut-être Alain Delon a-t-il regretté d'avoir respecté son engagement vis-à-vis de Markovic. Mais Markovic, encore une fois, qui était-il? Au fond, c'est un homme à femme, c'est aussi un homme à homme. Oui, il a des relations homosexuelles. Un séducteur qui a des relations hétérosexuelles et homosexuelles, un beau parleur, un petit voyou, un peu mythomane, racontant beaucoup d'histoires qui n'ont pas existé, en rajoutant beaucoup. Ce qui va aussi contribuer à la rumeur politique de l'affaire Markovic, parce que à force de se prêter des relations plus importantes qu'il n'en avait, Markovic a fini par accréditer, même post-mortem, l'idée selon laquelle il était introduit dans tous les milieux et donc pourquoi pas aussi le monde politique. Et donc, lorsque ce fameux témoignage dont nous avons parlé cite Madame Pompidou, les policiers et les juges sont tentés d'y croire dans un premier temps. Ils se disent, ce Markovic connaissait tout Paris, Delon est une figure du cinéma, mais aussi assez proche du régime. Delon avait pris fait et cause pour le régime gaulliste, notamment en mai 68. Et donc, au fond, pourquoi n'y aurait-il pas une proximité entre Markovic et le couple Pompidou? La rumeur est aussi alimentée par ce doute policier
policiers de départ. Oui, la rumeur aussi que si Markovic peut avoir une relation, elle a été reconnue avec Nathalie Delon, est-ce qu'il pouvait aussi avoir une relation avec Alain Delon ? Alors à l'époque, c'est une surprise que j'ai eue en lisant les archives de la police, c'est que à l'époque, on n'hésitait pas. Les policiers posaient très clairement ce genre de questions. La question a été posée à Alain Delon lui-même sur procès-verbal. On lui demandait: avez-vous eu des relations sexuelles avec Stéphane Markovic ? Delon était catégorique, il a répondu que non. Le frère de Stéphane Markovic, qui était interrogé lui aussi dans la procédure, dit que son frère lui avait également juré ne jamais avoir eu de relations sexuelles avec Alain Delon. Mais l'enquête passe des semaines et j'ai envie de dire même des mois et des mois pour savoir qui couche avec qui. Probablement un temps considérable a été perdu par le juge d'instruction et par la police sur cette piste qui n'a évidemment rien donné et qui de toute façon n'aurait probablement pas apporté un mobile probant à ce crime. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on enquêtait sur les mœurs d'Alain Delon et de l'entourage d'Alain Delon, et plus à nouveau la rumeur sur le fait que le mobile serait un chantage de mœurs battait son plein, courait tout Paris. Et pendant ce temps, Georges Pompidou ne le savait pas et ses adversaires politiques, ses ennemis politiques en profitaient pour envenimer les choses et pour dégrader son image auprès du général de Gaulle, ce qui n'a pas été sans conséquence sur l'histoire de la Ve République. Mais donc l'entourage de ce show business, on va dire, de ce milieu parisien va être interrogé. Alors vous avez cité Marie Laforêt tout à l'heure, mais ça va être le cas aussi de Nicoletta, dont vous dites qu'elle a une relation intime avec Alain Delon juste avant le tournage de La Piscine. Elle va être interrogée sur sa participation ou non à des parties fines. Oui, elle aussi, comme Mireille d'Arc, qui était devenue la compagne d'Alain Delon, comme Nicoletta, tous ces gens-là, qui sont quand même des grandes célébrités de l'époque. Leur photo est dans le journal quand ils sont entendus à la police. Et ce que les journaux ne racontent pas, mais que j'ai lu avec stupeur des décennies plus tard dans les procès-verbaux, c'est que toutes ces stars, on leur demande clairement: est-ce que vous avez couché avec Alain Delon ? Est-ce que vous avez couché avec Stéphane Markovic ? Est-ce que vous avez participé à des parties fines ? On demande ça les policiers n'y vont pas de main morte. On demande ça. Les policiers n'y vont pas de main morte. C'est pas notre genre. Voilà. Nicoletta a même une réponse assez amusante. Elle dit je suis assez libre, mais lorsque j'ai des relations sexuelles, c'est avec une seule personne à la fois. Donc, vous voyez, il y a des dialogues de théâtre dans cette on voyait Mireille d'Arc qui va devenir la nouvelle compagne à ce moment-là d'Alain Delon, et qui va être elle aussi interrogée. Et alors, elle dit non, qu'elle n'a jamais vu Markovic. Vous dites non, c'est pas vrai, elle le connaissait. Oui, alors elle l'a croisé dans un avion, elle l'a rencontré plusieurs fois parce qu'il y a eu quand même une époque où Markovic était dans l'intimité d'Alain Delon et Mireille d'Arc était en train d'y entrer. Néanmoins, on peut faire crédit à Mireille d'Arc sur ce point de n'avoir pas été très proche de Stéphane Markovic. Dans l'entourage de Delon, les époques se succédaient et à chaque époque correspondait une femme en réalité. Donc on voit que c'était un chapitre qui s'était tourné, le chapitre Nathalie Delon, et un nouveau chapitre s'ouvrait avec Mireille d'Arc. Mireille d'Arc, en revanche, a beaucoup subi les conséquences de l'affaire Markovic parce qu'elle a vécu les intrusions de la police, les convocations, les écoutes téléphoniques. Je raconte dans mon livre que les policiers faisaient des gorges chaudes en espionnant des conversations de Mireille d'Arc au téléphone avec un ministre de l'époque particulièrement célèbre et qui pouvait, Valéry Giscard d'Estaing, qui pouvait intervenir dans ses ennuis fiscaux, car Mireille d'Arc avait des ennuis avec le fisc, et c'était en effet Valéry Giscard d'Estaing. Oui. Alors, une qui remporte le secret, c'est donc Nathalie Delon, mais elle avoue aux enquêteurs qu'elle a eu une relation vraiment forte, intime, et qu'elle a beaucoup de peine à la mort de Markovic. Oui, on voit en effet. Elle dit, c'est pour ça que j'ai voulu garder ces documents dont on se demande ce qu'il y avait dans ces documents. Alors, elle parle pas vraiment de documents, mais elle dit qu'elle est allée chercher des objets personnels chez Stéphane Markovic. Elle est en tournage à Londres quand on apprend la mort de Markovic. Elle se précipite à Paris, et la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle va dans l'appartement de l'avenue de Messine. Elle rentre dans le petit appartement qu'occupait Stéphane Markovic avant de mourir. Et là, elle récupère en effet quelques objets. Et alors, on a dit tout à l'heure qu'Alain Delon était particulièrement froid, impassible et détaché. Ce n'est pas le cas de Nathalie Delon, qui, elle, en effet, montre beaucoup d'émotions devant la police. On voit qu'elle avait un attachement réel et sincère à l'égard de Stéphane Markovic, au-delà de ce qu'elle présente comme une idylle passagère.
la liaison qu'elle a eue avec lui, on voit qu'elle avait développé des sentiments assez forts envers lui, au minimum une amitié qui avait l'air assez intense. Alors l'affaire va prendre des proportions politiques, on va en parler, énormes. À un moment donné, Alain Delon se sent menacé, il a un port d'armes, il a peur. Il sent qu'il peut mourir, il prend à témoin la presse. Il reçoit lui-même des lettres de menaces, plusieurs fois. La police est elle-même également informée de menaces qui viennent de la colonie yougoslave. Parmi les Yougoslaves vivant à Paris, il y a beaucoup d'amis de Stevan Marković qui, eux, sont convaincus que Delon est responsable de la mort de leur ami, pas forcément coupable au sens pénal du terme, mais en tout cas responsable, que c'est par sa faute que tout cela est arrivé. Donc ils veulent se venger de lui. On parle d'un enlèvement d'Anthony Delon. Un individu tente d'aller le chercher à l'école en surgissant à l'improviste. Heureusement, la nounou... Il prend des gardes du la corps, nounou est passée avant. yougoslave, Donc, il est sous la protection. Delon se met sous la protection de la police. Et un jour, il finit, dans ce contexte politique dont nous avons déjà parlé, il finit par écrire une lettre ouverte dans France Soir, qui est le plus grand journal de l'époque, une lettre ouverte au président de la République, qui, entre-temps, est devenu Georges Pompidou. Pompidou a été élu en juin 1969. Et donc, Delon, dans une lettre assez ambiguë, se met sous la protection de Georges Pompidou en rappelant publiquement toutes les avanies qu'il a subies dans cette affaire Marković et en laissant entendre qu'au fond, toutes ces avanies, il les a subies parce qu'il n'a pas voulu mettre en cause Georges Pompidou, comme s'il y avait matière à mettre en cause Georges Pompidou. Et une fois de plus, la rumeur concernant Georges Pompidou repart. Oui, mais c'est aussi une manière de dire le sort de Georges Pompidou et le mien sont liés. Et alors pourquoi ? Parce qu'évidemment, à un moment donné, il y a un truand à une audition qui parle de parties fines, on va les appeler comme ça, dans laquelle une femme de ministre à l'époque participait avec un grand nez, dit-il, et chacun pense à Madame Pompidou. La rumeur démarre là, mais elle démarre d'un témoignage de truand. Un témoignage de truand qui est en prison, qui est à la prison de Fresnes, qui est interrogé dans des circonstances assez étranges. Ce truand écrit une lettre à Alain Delon dont il ne peut pas ne pas savoir qu'elle va être interceptée par les gardiens. Un prisonnier, quand il écrit une lettre à l'extérieur, il sait que son courrier va être ouvert. Et dans cette lettre, ce prisonnier qui s'appelle Akov, ce Akov qui est un Yougoslave aussi, ami de Marković, écrit à Delon pour lui demander ce qui s'est passé. Il a appris la mort de Marković et il voudrait comprendre. En citant le nom de Marković dans une lettre adressée à Delon, évidemment, il sait que ça va donner l'alerte, ce qui ne manque pas d'arriver. Le juge Patard, chargé de l'enquête sur la mort de Marković, est prévenu. On lui fait lire cette lettre. Il envoie un policier à la prison en disant il faut aller interroger ce Akov. Et ce Akov, qu'est-ce qu'il déclare ? Il déclare que Marković faisait du chantage, qu'il prenait des photos dans des parties fines. Il avait toujours un appareil photo en bandoulière. Il voilà, aimait faire des photos, souvent. Et donc ce Akov présente un témoignage particulièrement troublant dans lequel il va effectivement citer le nom de Madame Pompidou. Mais alors il va le citer dans des conditions bizarres puisque dans un premier temps le policier ne prend pas l'intégralité de sa déposition par écrit, il prend des notes et il met un terme au procès verbal sans que le nom de Madame Pompidou figure. Simplement quand il rentre à son service, le policier il rend compte à ses supérieurs et là nous sommes dans le contexte politique de 68. Georges Pompidou n'est plus Premier ministre. La succession de Gaulle est en train d'être envisagée par un certain nombre de personnages et ce Akov, son témoignage va remonter à la vitesse de l'éclair jusqu'au sommet de la hiérarchie policière et judiciaire, donc politique, donc au niveau gouvernemental. Et là, l'ordre va redescendre. Ordre donné au juge d'instruction et à la police, il faut réentendre ce Akov et cette fois, il faut qu'il cite le nom de Madame Pompidou. Ça veut dire que ça vient d'en haut. Quand vous dites d'en haut, ça voudrait dire de tout en haut. Il y a le général de Gaulle en haut. Ça vient de tout en haut. Est-ce que le général, au fond, a lâché Pompidou à ce moment-là ou a essayé de provoquer la chute? Le général de Gaulle, il est informé de ce qui se passe par son secrétaire général de l'Élysée, Bernard Tricot, à l'époque. Tricot, informé de l'audition de Akov et de ce qui se passe dans le dossier du juge Patard, prend un hélicoptère et fonce à Colombey-les-Deux-Églises voir le général parce que nous sommes le week-end de la Toussaint 1968. Donc de Gaulle s'est retiré sur ses terres. Il n'est pas à l'Élysée pour plusieurs jours.
Tricot ne veut pas attendre et donc il fonce à Colombey pour lui raconter tout cela. Avant, Tricot a une réunion avec René Capitan, qui est le garde des Sceaux, qui est un ennemi intime de Georges Pompidou, pour des raisons politiques et personnelles. Les deux hommes se détestent. Et il a une conversation également avec Raymond Marcellin, qui est le ministre de l'Intérieur et qui donc, lui, est le chef de la police. Et donc, il y a toutes les informations qui lui remontent par la hiérarchie policière. Et donc, muni de ces informations, Tricot va aller présenter une version au général de Gaulle, dont je démontre dans mon livre qu'elle est mensongère. Tricot ment au général de Gaulle et Capitan fera la même chose quelques jours plus tard à la sortie du Conseil des ministres. C'est un complot, Ils noircissent politique. Ils noircissent le tableau pour une raison, c'est qu'ils pensent que Pompidou, cette fois, est incroyablement fragilisé par cette affaire, qu'elle soit vraie ou fausse, et que donc on peut provoquer sa chute à une condition, c'est que le général le lâche. Si le général... pour placer Couve de Murville, par exemple. Si le général fait son rempart et oui. dit non, on ne peut pas toucher à Pompidou sur des témoignages aussi fragiles, l'affaire va s'arrêter. Donc il faut convaincre le général de ne pas intervenir. Et donc pour cela, Capitan et Tricot noircissent le tableau. Ils lui font croire au général de Gaulle que le dossier est déjà très mauvais pour Georges Pompidou. Or, c'est faux. Et donc, de Gaulle se fait avoir, il se fait piéger. Et il dit que la justice suive son cours. Ce que Pompidou ne pardonnera jamais, parce que Pompidou n'acceptera jamais l'idée, même a posteriori, selon laquelle le général n'a pas compris ce qui était en train de se passer et il se dira « le général a douté de moi », ce qui est probablement vrai. Le général de Gaulle a probablement eu un doute et s'est demandé pendant quelques jours si Pompidou et son épouse n'étaient pas compromis dans ce mauvais scandale. Dans les mémoires inachevées de Pompidou, il y aurait des passages qui n'auraient jamais été publiés, dans lesquels il règle ses comptes. Peut-être qu'on en saurait davantage. Alors, dans les mémoires qui ont été publiées très longtemps après sa mort, en 1982, donc publiées par sa veuve et par son fils, il y a les passages concernant le général de Gaulle et l'affaire Markovic sont déjà très sévères. Mais il n'y a pas de mise en cause personnelle du général de Gaulle lui-même. Il existe une deuxième version de ce passage des mémoires, version qui n'a pas été publiée, dont on ne sait pas vraiment si elle a été versée aux archives nationales. Elle est probablement encore entre les mains de la famille Pompidou. Et peut-être un jour, cette version sera-t-elle divulguée. Ce qui m'a été dit, c'est que cette version est beaucoup plus accablante que celle qui a été publiée, notamment en ce qui concerne l'attitude du général pendant cette période. Et alors, Pompidou, évidemment, est profondément affecté par cette rumeur. Quand on lui dit, vous savez, cette femme de ministre dont on dit qu'elle participe à des partouzes, c'est la vôtre. Il apprend ça. Et à ce moment-là, il dit, si on touche à ma femme, je serai prêt à prendre une arme. Oui, je serais capable, dit cette phrase. Je serais capable de tuer. Il parle même de suicide par moment. Il fait référence à l'affaire Salingro, vous savez, ce ministre qui avait été calomnié et qui avait fini par se donner la mort. Et donc, il est complètement désespéré. Il a un long moment d'abattement. Il faut comprendre ce que c'est qu'un homme qui a eu presque tous les pouvoirs. Il était le numéro 2 du régime, le dauphin de De Gaulle. Et puis, il a été viré après mai 68. Il est seul. Il compte ses amis. Et là, cette calomnie l'attrape à la gorge en quelque sorte, donc il met plusieurs semaines à s'en remettre et ensuite il va avoir une réaction qui est absolument extraordinaire et incroyablement romanesque, c'est-à-dire qu'il va en quelque sorte se changer en détective. Georges Pompidou va mener l'enquête sur l'affaire dans laquelle on essaie de le compromettre et là il va activer tous ses réseaux, alors il lui en reste quand même quelques-uns, heureusement pour lui, et donc il a quelques proches, il noue des contacts avec les services secrets, avec la hiérarchie policière et là petit à petit il reconstitue le puzzle. Un personnage joue un rôle très important, c'est Marie-France Garot, dont on entendra parler bien plus tard, mais qui est une toute jeune collaboratrice de Georges Pompidou, ancienne avocate, qui a été au cabinet du garde des Sceaux sous le gouvernement précédent. Et Marie-France Garot, par ses contacts dans la justice, réussit à se procurer des pièces du dossier et renseigne au fur et à mesure Pompidou sur ce qui se passe à l'intérieur de la procédure. Et c'est là que Pompidou comprend vraiment qu'on a essayé de monter une conjuration contre lui, qu'on a piégé De Gaulle. Il comprend tout cela, il l'explique au général qui en reste bouche bée et qui donne des instructions dont on voit qu'elles ne seront pas entièrement suivies. En revanche, moi, par mon enquête, j'ai acquis vraiment la conviction que tout n'a pas été dit à Georges Pompidou lui-même,
lui-même, y compris après son élection à la présidence de la République, notamment concernant le ministre de l'Intérieur de l'époque, Raymond Marcellin. Je publie un rapport des services secrets de l'époque qui met très clairement en cause Raymond Marcellin dans cette affaire et notamment dans la recherche des fameuses photos qui n'ont probablement jamais existé. On n'a jamais vu. Voilà. Il y a eu des montages. On n'a vu que des montages grossiers. Oui. Et moi, j'ai vu tout le dossier judiciaire. Il n'y a absolument aucune photo compromettante. Donc ça n'a jamais existé. Tout ça n'a jamais vraisemblable est que ça n'a en effet jamais existé. Vous savez, la rumeur, c'est quelque chose d'absolument incroyable parce que j'utilise cette formule dans mon livre. C'est un ennemi qui n'a pas de visage mais qui a 1000 bouches. Et donc, au fond, le bavardage se transforme en calomnie. Il se répand dans tout Paris, mais on est incapable de savoir d'où il est parti. Oui. Alors, on a quand même quelques indices. On sait, par une écoute téléphonique du préfet de police de l'époque, qu'un haut dirigeant du Parti socialiste parle des photos de Madame Pompidou avec un journaliste de l'Aurore. Ça c'est daté et c'est circonstancié. Et puis, on sait, et donc je le raconte très en détail, on sait que les services secrets français, la base Bison, qui était l'un des services parisiens de l'ancêtre de la DGSE, s'est activée pendant des mois pour chercher des photos de Madame Pompidou dans cette affaire. Que voulait-il faire de ces photos? Est-ce qu'il voulait les cacher si elles existaient ou est-ce qu'il voulait les utiliser contre Pompidou? On ne le saura jamais. Ce qui est certain, et ce qu'on peut vraiment affirmer, c'est que quand des ordres sont venus de la hiérarchie militaire pour dire il faut arrêter cette manipulation, comme on dit dans les services secrets, l'ordre n'a pas été respecté. Le service a continué à travailler et nous n'étions pas dans n'importe quelle chronologie. Nous étions en pleine campagne présidentielle de 1969, c'est-à-dire que le général de Gaulle avait démissionné, Pompidou était candidat face à Alain Poher, le président du Sénat, et là... détesté, d'ailleurs, il en dresse un portrait. Voilà, un portrait très sévère, oui. Et il le présente comme un manipulateur, et donc là, nous avons des éléments concrets qui montrent que le service de renseignement français a probablement joué double jeu vis-à-vis de Pompidou, et peut-être en essayant de favoriser Poher contre lui sur la base de l'affaire Marcovitch. Mais parce que Pompidou détonnait par rapport au général. Il fréquentait effectivement ce milieu d'artistes, ces soirées mondaines, voilà, la cigarette au bec. Et ça, effectivement, cette image pouvait correspondre à quelque chose qui pouvait être jugé ainsi, mais on va dire aussi qu'il fréquentait Alain Delon. Ça, c'est aussi une réalité, la relation de Pompidou avec Alain Delon. Les Pompidou fréquentaient les artistes, ça déplaisait énormément au général de Gaulle. On en trouve quelques bonnes pages dans les mémoires de Jacques Foccart, qui était l'éminence grise du général de Gaulle et le spécialiste des affaires de services secrets. De Gaulle détestait ça, et donc c'est aussi pour cela qu'au début de l'affaire Marcovitch, quand il a été informé de ce fameux témoignage et de cette rumeur, le général a probablement cru pendant quelques jours que Pompidou n'était peut-être pas complètement innocent de cette affaire, parce que, disait-il, à force de fréquenter les artistes, on finit par se retrouver dans de mauvaises affaires et dans de mauvaises situations. S'agissant de la relation avec Alain Delon, effectivement, ce qui est frappant, lorsque j'ai lu la procédure judiciaire dans les archives, c'est que Delon n'a pas dit toute la vérité sur sa relation avec Pompidou, qui était probablement une relation un peu plus importante que ça n'a été décrit à l'époque. Ce n'étaient pas des amis personnels, ils ne dînaient pas ensemble dans leur cuisine comme le frère Marcovitch l'a prétendu à un moment, mais en revanche, ils se sont vus plusieurs fois, ils ont disputé des parties de cartes ensemble, il y en avait des témoins. On dit même qu'un jour, Pompidou a perdu et qu'il a fait un chèque à Alain Delon que Alain Delon n'a jamais encaissé. Dans les agendas d'Alain Delon qui sont saisis par la justice et que j'ai vus dans les archives, on voit plusieurs mentions de Pompidou. Alors, il faut être honnête, souvent avec un point d'interrogation. Et Pompidou, dans une des confidences qu'il fait à l'époque à un de ses amis journalistes, dit « Il s'en est fallu de peu que nous dînions ensemble, les Delon et nous, à Saint-Tropez, mais ma femme avait une migraine et donc nous n'y sommes pas allés. » Si ce dîner avait existé, probablement que dans le contexte de l'époque, ça aurait été présenté comme un indice supplémentaire
contre Pompidou dans cette affaire qui était très largement manipulée. Mais quand même incroyable, hein, Hervé Gattegno. Un cadavre sur la route de l'Élysée, les derniers secrets de l'affaire Markovic. Il y a encore tellement de choses dans votre bouquin, mais il y a un nom qu'on n'a pas encore prononcé, c'est François Marcantoni, qui est quand même un personnage clé, un grand truand, qui va finir ses jours en écrivant des livres sur l'affaire Markovic, qui est cet homme qui, à un moment, rencontre un témoin qui lui dit je t'ai reconnu dans la voiture qui conduisait Markovic jusqu'au lieu où il ne va jamais revenir, et qui lui répond si tu m'avais reconnu, tu ne sortais pas vivant, et qui sort en lui montrant un pistolet à la ceinture. Un pistolet. Ça, c'est Marcantoni, et c'est quelqu'un que connaît très bien Alain Delon. Et il vit à un moment dans le triplex de Mireille d'Arc. Oui, absolument. C'est un vrai gangster, un homme, une figure du milieu, comme on disait à l'époque. Effectivement, un ami d'Alain Delon, plus proche que Delon ne l'a dit, puisque quand Delon apprend la mort de Markovic, la première chose qu'il fait, c'est de téléphoner à Marcantoni. Donc, probablement pensait-il que cette information était de nature à l'intéresser. Et donc, ce Marcantoni est un vieux briscard de la pègre. Les policiers le connaissent par cœur. Et donc, lorsqu'ils vont tomber sur lui dans cette affaire et découvrir qu'il a peut-être un lien avec l'affaire, parce qu'il avec l'assassinat directement. On va avec retrouver une couverture qui enrobe le cadavre qui vient chez lui. La police va se dire, c'est forcément lui le suspect numéro 1. Une enquête extraordinaire est menée par le SRPJ de Versailles à partir de la toile de matelas qui emballe le cadavre de Markovic lorsqu'on le retrouve dans cette décharge des Yvelines au point de départ de l'affaire. Donc la police va passer pratiquement 2 années entières à enquêter à partir de cette toile de matelas pour savoir d'où elle provient, à quelle date elle a été achetée, à quel modèle de matelas elle correspond. Et donc on part de 865 acheteurs de matelas de ce type à la période considérée, et par élimination successive, les policiers arrivent à n'en trouver plus que 5 qui sont incapables de dire ce qu'ils ont fait de la toile de matelas qui correspond exactement à celle qu'on a retrouvée autour du corps de Markovic. Et dans les 5, il y a François Marcantoni. François Marcantoni qui a menti sur son alibi, qui connaissait Markovic. Il le connaissait très bien même. Il le connaissait très bien. Ils ont des conversations en tête à tête. Et Markovic le désigne dans les lettres qu'il écrit avant sa mort. Parce que c'est ça qui est important dans cette lettre. Il désigne ce qui pourrait lui arriver et il cite des initiales. Markovic a peur. Dans les 15 jours qui précèdent sa disparition, il écrit 3 lettres à son frère, 2 qu'il lui envoie directement par la poste, une qu'il dépose chez un de ses amis et compatriotes yougoslaves à Paris. Et dans ces 3 lettres, il dit qu'il s'inquiète pour sa vie et que s'il lui arrive quelque chose, il faudra se tourner du côté d'Alain Delon et de François Marcantoni. Il dit AD. Oui, il dit d'abord AD et dans une des 3 lettres, il cite le nom de Delon. Il dit aussi la famille dans laquelle j'habite. Donc il désigne très clairement ça, quand Alain on va Delon. montrer cette lettre à Alain Delon, là il est désarçonné. Vous disiez tout à l'heure qu'il était très maître de lui, là il est désarçonné. C'est le seul moment en effet de l'enquête où on sent que Delon vacille un peu et il va là aussi avec une grande maîtrise de soi, il va transformer cet étonnement en colère. Et donc il va devant les policiers se mettre en colère contre contre Markovic, en disant mais je ne comprends pas ce que j'ai pu lui faire pour qu'il dise des horreurs pareilles sur moi. Au fond, je ne lui ai fait que du bien. Je l'ai recueilli, je l'ai hébergé chez moi. Et pourquoi viendrait-il me désigner? Pourquoi l'aurais-je tué, moi qui n'avais rien contre lui? C'est un des très nombreux mystères de cette affaire. Mais il y en a beaucoup. Incroyable mystère. Georges Pompidou, lui, va tomber malade. Et on peut penser que cette affaire ne va pas d'abord arranger être élu les choses. président de la République, donc ce qui veut dire que les comploteurs n'ont pas réussi leur coup. Il a quand même été élu. Et ensuite, effectivement, il restera hanté par cette affaire toute sa vie. Vie qui sera malheureusement pour lui abrégée par la maladie. Cette forme très rare de leucémie qui va l'emporter, qui va écourter son mandat. Et donc, il va mourir en 1974 alors que l'affaire est toujours à l'instruction. Oui.
L'affaire ne sera close qu'en 1976. Par un non-lieu et qui arrange tout le monde. Voilà, elle va se terminer en queue de poisson par un non-lieu, parce qu'après la disparition de Pompidou, plus personne ne veut entendre parler de cela. C'est Jacques Chirac qui est Premier ministre à l'époque, qui est en quelque sorte l'héritier politique de Georges Pompidou. Et Chirac fera tout ce qu'il peut pour que cette affaire soit enterrée. Et donc les deux sorts, le sort de Pompidou et le sort d'Alain Delon, étaient liés en quelque sorte. Quand l'un a été, entre guillemets, disculpé par sa mort, Alain Delon a été quand même poursuivi par cette affaire. Au fond, vous vous dites aujourd'hui avec Gattegno, il n'a pas tout dit dans cette affaire. Non, je pense qu'il n'a pas tout dit. Je lui ai évidemment proposé de me recevoir pour en parler. Il savait que j'avais ce projet d'enquête et de livre. Il n'a pas souhaité me rencontrer. Je pense qu'incontestablement, il n'a pas dit tout ce qu'il savait sur cette affaire. Et je pense que son ami François Marcantoni, lui, a beaucoup menti dans cette affaire. Il a obtenu un non-lieu un peu miraculeux. Un grand policier qui a travaillé sur cette affaire, le commissaire Bardon, me disait aujourd'hui, n'importe quel personnage ayant le pédigré de Marcantoni qui se retrouverait dans une telle situation devant la justice comparaîtrait devant la cour d'assises et ça ne prendrait pas longtemps avant que le jury prononce une condamnation. Beaucoup de gens savait dans cette affaire. Évidemment, on peut supposer que François Marcantoni savait. Beaucoup de gens savent encore aujourd'hui. Moi, je ne dirais pas que beaucoup de gens savaient. Je dirais que peu de gens savaient et que c'est ce qui a permis au secret d'être si bien gardé pendant tant d'années. Il y a forcément autour des assassins ou de l'assassin quelques témoins, mais probablement pas beaucoup. Et ce qui a empêché la résolution de cette affaire, c'est à la fois les maladresses de la justice et de la police au départ, et c'est ensuite la rumeur politique qui a tout submergé et qui a conduit la justice sur une fausse piste. C'est aussi la leçon que j'en tire, et on est obligé de constater, quand on connaît bien les affaires politico-judiciaires, comme c'est mon cas, j'ai été journaliste d'enquête pendant très longtemps dans plusieurs journaux, on est obligé de tirer cette conclusion que ça pourrait se reproduire. Il arrive souvent que dans ces affaires qui mettent en cause des politiques, la justice s'égare, puis ensuite se soumettent. C'est ce qui s'est passé dans l'affaire Markovic. Les juges se sont d'abord égarés et ensuite ils se sont soumis. Mais Alain Delon, vous le disiez, à la fois personnage, le même personnage dans ses films. Et en même temps, cette affaire a contribué à la légende d'Alain Delon. C'est-à-dire qu'elle aurait pu, ce scandale, une sorte de Frank Sinatra, ses gardes à vue, ses passages au tribunal, ça aurait pu flétrir sa légende d'une façon irrémédiable. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Au contraire, d'une certaine façon, ça a servi la légende d'Alain Delon en faisant de lui un personnage qui était peut-être plus vrai que nature, mais qui aimait les lorsqu'il jouait les gangsters. Qui rappelait ça de son enfance quand il jouait dans la cour de la prison de la Santé. Dans la prison de Fresnes. Il était parce que sa nounou était mariée à un gardien de prison, et donc quand il était enfant, il jouait dans la cour de la prison. Oui, c'est en quelque sorte, c'était sa destinée. Il est probable que la fascination de Delon pour ce monde-là vient en effet de son enfance. Elle ne l'a jamais lâché. Il faut reconnaître qu'avec un certain panache, Alain Delon n'a jamais abjuré cette fascination pour les gangsters. Il l'a même souvent revendiqué. Et dans les personnages de gangsters qu'il a joués au cinéma, il était content de dire dans les interviews qu'il donnait qu'il essayait de leur donner beaucoup de vérité et que parfois des vrais gangsters venaient lui rendre hommage dans des soirées ou dans des restaurants en lui disant au fond, vous êtes meilleur à l'écran que nous ne le sommes, nous, dans la réalité. Et il adorait ça. Il adorait quand on dit Il adorait. C'était le compliment qu'il préférait. Ouais. Merci beaucoup, Hervé Gattegno. Un cadavre sur la route de l'Élysée, les secrets de l'affaire Markovic. Je ne sais pas si on vous a donné envie de lire ce livre, mais c'est absolument, ça dépasse tout. Ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Les polars ne pourraient pas trouver un scénario pareil. Merci, Hervé Gattegno. Merci à vous. Venu.